Pourquoi tu ne resterais pas près des portes de la cuisine? Ça évitera de salir les photos de famille. La mariée, Chloé, ne m'a même pas regardé en disant ça. Elle ajustait son voile dans le reflet d'une paroi vitrée des grandes serres du jardin des plantes à Paris. Sa voix était légère, aérienne et totalement méprisante. Ma place à la table d'honneur, celle avec mon porte-nom dessus, était actuellement occupée par un homme en costume bleu marine sur mesure que je n'avais jamais rencontré. Tu ne corresponds pas vraiment à l'esthétique black tea de ce soir, Camille, a-t-elle ajouté, se tournant enfin vers moi avec un sourire plein de pitié. De plus, la table des prestataires a une vue imprenable sur les orchidées. Je suis restée là, dans ma robe en soie gris ardoise, l'humidité de la serre collant à ma peau. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement marché vers la table des cadeaux. J'ai trouvé la lourde enveloppe crème avec mon nom dessus et je l'ai glissée dans ma pochette. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 10 000 €. Je me suis retournée et j'ai franchi les portes principales sans dire un seul mot. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand les notifications bancaires ont commencé à pleuvoir sur son téléphone pendant sa lune de miel, laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Le trajet du retour a été un flou de lampadaires et de silence. Je n'ai pas allumé la radio. J'avais besoin de calme pour réfléchir. Pour laisser la réalité de ce qui venait de se passer s'imprégner dans mes os. Cette enveloppe dans mon sac à main. Celle contenant un chèque de banque de 10 000 €. Il me semblait peser 50 kilos. C'était censé être un cadeau, un geste, un pot de vin, en réalité une tentative désespérée d'acheter ma place dans une famille qui avait déjà vendu mon siège au plus offrant. Quand je suis entrée dans mon appartement haussmannien, je n'ai pas retiré mes talons ni ne me suis effondrée sur le canapé. Je n'ai pas appelé ma meilleure amie pour me défouler. Je suis allée directement à mon bureau. Je me suis assise, j'ai ouvert mon ordinateur portable et l'écran s'est allumé. Mon reflet dans le moniteur semblait calme, d'un calme terrifiant. Je me suis connectée au portail bancaire sécurisé. Je n'avais pas besoin de gestionnaire de mots de passe. Je connaissais les identifiants par cœur parce que c'est moi qui les avais configurés. J'ai navigué vers les comptes professionnels partagés de la start-up technologique de Julien. Visionary VR, comme il l'appelait. Moi, je l'appelais un trou noir. L'historique des transactions s'est chargé. Une cascade de chiffres rouges. J'ai fait défiler la compte du lieu de réception, qui était de 25 000 €. J'ai passé les frais de traiteur. Puis je l'ai vu. 2 billets aller-retour pour les Maldives. Première classe, acheté hier avec la carte de crédit de l'entreprise. Ma carte, celle dont je m'étais portée garante. Je n'ai pas ressenti de colère. La colère est chaude. C'est désordonné. Ce que j'ai ressenti, c'est la précision froide et stérile d'un expert comptable examinant un grand livre frauduleux. J'ai ouvert le fichier marqué « Garant du prêt ». C'était le cœur battant de son entreprise. Les baux des serveurs qui hébergeaient toute sa plateforme exigeaient un garant avec une situation financière en béton, un dossier irréprochable. C'était moi. Sans ces serveurs, son application visionnaire n'était que du code flottant dans le vide. J'ai déplacé le curseur vers l'onglet de gestion des responsabilités. Mon doigt a plané sur le pavé tactile. J'ai pensé à la chaise pliante près des portes de la cuisine. J'ai pensé à l'étranger à ma place. J'ai pensé aux 10 années passées à réparer ses erreurs, à couvrir ses découvertes et à m'excuser pour son arrogance. J'ai sélectionné l'option de révocation immédiate de la caution solidaire. Une boîte d'avertissement est apparue. Cette action peut entraîner la suspension immédiate des services et le gel des actifs associés. Êtes-vous sûr? Je n'ai pas hésité. J'ai cliqué sur oui. L'écran s'est actualisé. Autorisation révoquée. Ce n'était pas une explosion émotionnelle. Ce n'était pas un caprice. C'était simplement moi fermant enfin les comptes d'un mauvais investissement. Alors que je fixais le message « Autorisation révoquée » sur mon écran, les souvenirs ne sont pas revenus comme une vague chaude et nostalgique. Ils sont revenus comme des lignes comptables. Un tableur mental que j'avais essayé d'ignorer pendant une décennie s'est déroulé dans mon esprit, calculant le coût de mon propre effacement. 145 000 €.
C'était le capital principal. Cela ne tenait même pas compte des intérêts ou de la taxe émotionnelle que je payais chaque fois que je faisais un chèque. Ça a commencé petit, une caution pour son premier appartement dans le 11e arrondissement quand il avait des problèmes de trésorerie. Ensuite, c'était le bail de l'espace de bureau à la Défense parce qu'aucun propriétaire ne ferait confiance à un PDG de 24 ans avec zéro revenu. Puis sont venues les injections de liquidités d'urgence, 5 000 € par-ci, 8 000 € par-là, généralement à 2 heures du matin quand il paniquait pour la paix des employés. Je me suis souvenu d'un dîner l'année dernière. Nous étions dans une brasserie haut de gamme près des Champs-Élysées. Mon père, Philippe, s'est levé, tapotant son verre de vin avec une fourchette. Il a fait un discours sur l'esprit visionnaire de Julien, disant à quel point il était fier qu'un membre de la famille aille enfin changer le monde de la tech. Ma mère, Valérie, a essuyé une larme, rayonnant devant son garçon en or. Julien était assis là, s'imprégnant de tout cela, ayant l'air de croire chaque mot. Quand l'addition est arrivée, 600 € pour des entrecôtes et du Bordeaux Grand Cru, personne n'a bougé. Le serveur attendait. Le silence s'étirait. Mon père a tapoté ses poches et a fait une blague sur le fait d'avoir laissé son portefeuille dans la voiture. Julien n'a même pas levé les yeux de son téléphone. J'ai discrètement glissé ma carte sur le plateau. Personne n'a dit merci. Personne n'a même remarqué. J'étais juste le mécanisme qui rendait la transaction possible. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi je le faisais. Pourquoi continuais-je à jeter de l'argent par les fenêtres? Pourquoi signais-je des prêts pour un frère qui a vendu ma place à son mariage ce soir? À la lueur de mon moniteur, j'ai enfin admis la vérité. Ce n'était pas parce que j'étais une bonne sœur. C'était parce que j'étais piégée par ma déformation professionnelle. Nous appelons cela le biais des coûts irrécupérables. C'est le piège psychologique irrationnel où vous continuez à investir dans un projet défaillant simplement parce que vous avez déjà tant investi. Vous vous dites que si vous mettez juste 10 000 € de plus, les 100 000 précédents finiront par payer. Si vous arrêtez maintenant, vous devez admettre que tout cet argent, tout ce temps et tous ces efforts sont perdus à jamais. Vous devez admettre que vous avez fait une erreur. J'avais traité ma relation avec ma famille comme une mauvaise action en bourse. Je continuais à acheter, espérant que le marché se retournerait, espérant qu'un jour il me regarderait et verrait une fille au lieu d'un compte bancaire. Je pensais que si je payais juste une facture de plus, résolvais une crise de plus, le retour sur investissement arriverait enfin sous forme d'amour. Mais en regardant les chiffres rouges sur mon écran, j'ai réalisé que je n'étais pas une martyre. J'étais une joueuse refusant de quitter la table. Et ce soir, je retirais enfin mes jetons. Je ne perdais pas un frère. Je limitais la casse. Et pour la première fois de ma vie, le grand livre allait enfin s'équilibrer. 3 jours. C'est le temps qu'il a fallu pour que la réalité de mon retrait voyage à l'autre bout du monde. Pendant 72 heures, mon téléphone avait été d'un silence bienheureux et terrifiant. Je suis allée travailler. J'ai arrosé mes plantes. J'ai bu du café sur mon balcon. Puis à 6 heures du matin un mardi, l'écran s'est allumé. Ce n'était pas un SMS. C'était une alerte fraude de la banque. Transaction refusée. Resort 5 Seasons. Maldives. Montant 12 000 €. J'ai fixé la notification en sirotant mon café. 12 000 €. C'était plus que le chèque de banque que j'avais repris. C'était des frais de surclassement. Ils essayaient de passer à la villa sur pilotis. En supposant que la carte de l'entreprise, mon crédit, les rattraperait comme un filet de sécurité. Puis sont arrivés les textos. D'abord c'était Julien. Et, la carte déconne. Refusée à la réception. Appelle la banque dès que possible. 10 minutes plus tard. Un deuxième texto. Camille, décroche. C'est gênant. Règle ça. 20 minutes plus tard. Le ton a changé. Arrête de jouer à des jeux. Je sais que tu as vu les alertes. Débloque les comptes. Nous sommes à la réception. Puis est venue Chloé. Son message était un mur de texte dépourvu de ponctuation mais plein de venin.
Tu gâches ma lune de miel parce que tu es jalouse et amère et tu ne supportes pas que ton frère soit heureux. Règle ça maintenant ou c'est fini entre nous. Enfin, un message vocal de mon père, Philippe. Je l'ai mis sur haut-parleur, posant l'appareil sur mon comptoir en granit comme s'il s'agissait d'un objet contaminé. Camille, c'est ton père. Julien vient de m'appeler du complexe hôtelier. Il est coincé. Il dit que les comptes sont gelés. Je ne sais pas quel genre de caprice mesquin tu penses faire, mais tu dois grandir. Tu fais honte à cette famille. Règle ça maintenant. J'ai écouté le message 2 fois. Caprice mesquin. Honte. Il y avait une douleur familière dans ma poitrine. Un battement sourd et lourd que je portais depuis l'enfance. Mais cette fois, j'avais un nom pour ça. Il y a un concept sur lequel j'ai lu une fois, appelé le syndrome de l'enfant de verre. Habituellement, cela s'applique au frère ou à la sœur en bonne santé d'un enfant malade chronique ou handicapé. Les parents sont tellement absorbés par les besoins élevés d'un enfant qu'ils regardent à travers celui qui est en bonne santé. L'enfant sain devient transparent. On attend de lui qu'il soit parfait, sans problème et autonome parce que les parents n'ont plus rien à donner. Mais dans ma famille, Julien n'était pas malade. Il n'était pas handicapé. Il était simplement narcissique. Et je n'étais pas juste en bonne santé. J'étais fonctionnelle. J'ai réalisé alors que je n'étais pas invisible parce qu'il ne m'aimait pas. J'étais invisible parce que je fonctionnais. J'étais la fenêtre à travers laquelle ils regardaient pour admirer leur fils. J'étais le verre clair et solide qui gardait les éléments à l'extérieur pour qu'ils puissent profiter de la vue. On ne remarque pas une fenêtre jusqu'à ce qu'elle se brise. On ne remercie pas une fenêtre d'être transparente. On ne lui crie dessus que lorsqu'elle se fissure. Il ne me voyait pas comme une fille ou une sœur. Il me voyait comme une infrastructure, et on ne négocie pas avec une infrastructure. On s'attend juste à ce qu'elle tienne le toit. J'ai regardé le téléphone vibrer à nouveau avec un appel d'un numéro international. Je n'ai pas ressenti l'envie de répondre. Je n'ai pas ressenti le besoin de m'expliquer ou de m'excuser d'être mesquine. J'ai ressenti la satisfaction froide et dure de devenir enfin opaque. S'ils voulaient me voir, ils allaient devoir regarder les fissures. Les menaces ont commencé à arriver 1 heure plus tard. Julien ne suppliait plus. Il a pivoté vers la seule tactique qu'il connaissait, l'intimidation. Si tu ne débloques pas les comptes dans les 10 prochaines minutes, tu es morte pour nous. Maman et papa te retirent du testament. Tu ne verras jamais tes nièces ou neveux si nous en avons un jour. Tu te coupes de cette famille définitivement. J'ai lu le texte calmement. Il menaçait de me virer d'un poste dont j'avais déjà démissionné. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de mon avocate, Sarah. Je l'avais engagée il y a 3 ans lorsque j'ai rédigé le premier contrat de prêt privé pour le prêt relais de Julien. À l'époque, Julien avait ri du document de 50 pages, le signant sans le lire parce qu'il était trop occupé à révolutionner l'industrie. C'est Camille, ai-je dit quand elle a répondu. Je veux exécuter la clause d'exigibilité anticipée. Il y a eu une pause sur la ligne. Sarah savait exactement ce que cela signifiait. Clause 9.4 de notre accord stipulait que le prêteur, moi, pouvait exiger le remboursement immédiat du capital total plus les intérêts courus si l'emprunteur se livrait à une mauvaise gestion financière ou dénigrait la réputation du prêteur. Tu es sûr, a demandé Sarah. C'est l'option nucléaire, Camille. Une fois que nous déposons la demande, la banque gèle tout ce qui est rattaché à son numéro SIRET pour sécuriser la garantie. Ce n'est pas un coup de semonce. C'est une exécution. Il a dépensé 12 000 € pour un surclassement d'hôtel alors qu'il est insolvable, ai-je dit, ma voix stable, et il vient de me menacer par écrit. Déclenche-le. C'est fait. Les dépôts partent dans 10 minutes. J'ai raccroché et je me suis retourné vers mon ordinateur portable. Je ne voulais pas manquer le spectacle. À 14h15, le premier domino est tombé. J'ai reçu une notification de la banque. Actifs commerciaux gelés, Visionary VR. À 14h20, la société d'hébergement de serveurs a envoyé une alerte automatisée à l'administrateur. Contactez-moi. Défaut de paiement. Service suspendu. J'ai ouvert le site web de l'entreprise de Julien. Il ne s'est pas chargé.
La page à propos non plus. Juste un écran blanc 404. En quelques minutes, ses serveurs de messagerie et Slack sont tombés en panne. Tout son empire technologique construit sur mon travail s'est effondré au moment où j'ai retiré mon soutien. Alors que je regardais les confirmations d'arrêt arriver, mon téléphone a sonné, un numéro parisien. C'est Camille ? Ici Marc Delacroix. Nous nous sommes rencontrés au mariage. L'homme qui était assis à ma place à la table d'honneur. Il m'a expliqué que les actifs de Visionary VR avaient été gelés lors de la due diligence pour sa levée de fonds de série A. Puis il a lâché le vrai coup de massue. Julien lui avait dit que le siège à la table d'honneur était libre parce que j'étais juste du personnel de soutien, quelqu'un qui ne comptait pas. Il m'avait déplacé au fond pour impressionner un investisseur. C'est à ce moment-là que les derniers vestiges de ma culpabilité se sont évaporés. Le lendemain matin, ma famille s'est présentée à ma porte, échevelée, paniquée, fauchée. J'ai ouvert la porte mais j'ai gardé la chaîne de sécurité mise. Julien m'a supplié d'arrêter la demande bancaire. Chloé a crié. Mon père m'a ordonné d'arrêter d'agir comme une enfant. J'agis comme un créancier, ai-je dit, en glissant une fiche de remboursement détaillée à travers l'entrebâillement. 145 000 €. Le prix de ma place à la table d'honneur. Julien a chuchoté qu'il ne pouvait pas payer. Je lui ai dit qu'il n'avait pas perdu l'investisseur à cause de moi. Il l'avait perdu à cause de la façon dont il m'avait traité. Je démissionne, ai-je dit, et j'ai fermé la porte. Le silence qui a suivi ressemblait à de l'oxygène. J'ai bloqué leur numéro, regardé le lever de soleil sur Paris et ouvert le dossier des documents de prêt sur mon ordinateur portable. Une décennie de sauvetage, de secrets et de sacrifices. Puis j'ai tout supprimé. J'appelle cela le paradoxe du gardien de la paix. Pensez que vous maintenez la paix alors que vous ne faites que mener une guerre privée pour que les autres n'aient pas à le faire. Laisser le toit s'effondrer a été la première fois que j'ai pu enfin respirer. Si vous avez déjà été le gardien de la paix invisible dans votre famille, partagez votre histoire ci-dessous. Je lirai tout le monde.